Bonjour à tous, nous voilà de retour à Nice où Acteurs Publics TV accompagne le congrès de l'ADCF, l'Assemblée des communautés de France. On va parler participation citoyenne avec nos deux invités. Marie-Catherine Bernard, bonjour, directrice de l'agence de concertation Palabréo, et Joe Spiegel, bonjour. Bonjour. Conseiller communautaire de Mulhouse-Alsace Agglomération, maire de Kingersheim. Je ne sais pas si je prononce bien, mais voilà, merci beaucoup à tous les deux d'être là pour lancer la discussion participation citoyenne. Un mot sur le contexte des Gilets jaunes, contexte du grand débat national. Est-ce que la séquence, finalement, a renforcé, selon vous, la participation citoyenne? Joe Spiegel, peut-être. Moi, il y a 20 ans, on me prenait pour un fou quand je posais la question de la démocratie comme centrale. Il y a 10 ans, ça commençait à s'interroger. Aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes a accéléré la quête. Mais c'est assez superficiel. Mais j'observe quand même beaucoup d'équipes municipales qui veulent se remettre en cause, oui, ou des équipes des collectifs citoyens posent la question de la transition écologique et de la transition démocratique. Et évidemment, les deux choses sont liées. Palabréo, qui se définit, agence de concertation, qui se définit, enfin une de vos formules, vous plantez des arbres à palabres. J'ai vu cette formule qui fonctionne bien. Mais, même question, est-ce que le contexte est favorable à la participation citoyenne selon vous? À notre sens, il est tout à fait favorable et on constate, comme Joe Spiegel, que les élus, en réalité, souhaitent développer de la démocratie participative. Aujourd'hui, il y a très peu d'élus qui disent qu'il ne faut pas faire de la démocratie participative. Simplement, ils ne sont pas servis souvent par des méthodes rigoureuses et ils développent des processus qui génèrent de la frustration des élus, des agents, des habitants. Donc pour nous, le sujet aujourd'hui, c'est la maturité de la démarche et des méthodologies un peu plus robustes. Est-ce que quand on regarde, il y a 10, il y a 20 ans, au fond, toutes ces démarches et ces méthodes ne sont pas nées sur le champ des collectivités territoriales? Est-ce que l'État n'aurait pas tout intérêt à regarder et à s'inspirer, Joe Spiegel, de ce qui se fait dans les territoires? Je pense que l'espace local et l'espace du territoire vécu constituent vraiment des laboratoires de recherche, action sur la question de la rénovation démocratique, parce qu'il ne s'agit pas de peindre la démocratie d'un peu de participation. La question centrale, c'est est-ce qu'on est capable de démocratiser la démocratie, c'est-à-dire répondre à ce fantastique défi de la crise démocratique, de la crise de la représentation, du fossé qui s'est creusé entre les représentants et les représentés. Les Gilets jaunes l'ont dit à leur manière, mais ça vient du profondeur, ça fait 30 ans qu'on décide d'une manière providentielle, du haut vers le bas, d'une manière infantilisante, il faut souvent le dire. Et donc que les élus locaux qui sont en contact des habitants se rendent bien compte qu'on est au bout d'un système et qu'il faut le rénover, mais avec de la rigueur, de l'ingénierie démocratique. Et ça ne s'improvise pas. Il y a beaucoup d'élus qui voudraient le faire, mais qui n'ont pas l'ingénierie pour le faire. Mais aussi avec la question des valeurs, parce que j'entends souvent dans les giratoires parler le peuple. Mais quel peuple? Au fond, quelles valeurs nous voulons? Quelle démocratie? Moi, je plaide vraiment pour une démocratie de fraternité. C'est la capacité de mettre sur la table des accords pour construire des accords. C'est de la démocratie intelligente. Et donc, c'est tout un retournement démocratique avec comme vision le processus est plus important que le résultat, parce que le résultat tombe de lui-même. Et puis, en fait, l'horizon, c'est le citoyen et pas l'individu consommateur électeur. Marie-Catherine Bernard, la décision est moins importante, c'est ce que dit en substance Joe Spiegel, mais pendant longtemps, on a quand même vu des procédés, des processus avec la participation citoyenne, mais finalement, c'est le décideur public qui, in fine, décide, ce qui peut générer de la frustration. Est-ce que c'est un constat que vous partagez? Comment le lever? Et je ne pense pas que je partage ce que dit Joe Spiegel, qui, à mon sens, n'est pas non plus dans l'idée de la démocratie directe. La démocratie directe, c'est le peuple qui décide. Oui. La démocratie participative, ça consiste à mettre en débat des projets, des politiques publiques, et au final, c'est les élus qui décident, parce qu'eux sont les seuls habilités à décider, et ils sont responsables de leurs décisions. On a besoin, quand on donne la parole aux participants, il faut donner sa parole d'un certain nombre de choses. Je vais en citer 3. La première, c'est d'être clair sur les variants et les invariants. De quoi on discute? Qu'est-ce qui est déjà décidé? Qu'est-ce qu'on doit mettre en débat? Ça, c'est la clarté et la transparence. La deuxième, c'est s'assurer que tout le monde est présent. On ne peut pas concerter avec 10 ou 15 habitués. Ça, c'est pas sérieux. On peut mobiliser 200, 400, 300 personnes dans les salles. C'est tout à fait possible. Il y a des méthodes pour le faire. Il faut aussi que les participants travaillent entre eux, qu'on ne soit pas simplement dans des réunions publiques où les gens posent des questions aux élus. Et à la fin, il faut dire aux gens ce qu'on a fait des débats, voilà, et ce que l'on a décidé. Donc une promesse initiale,
on va vous écouter, on va pas forcément s'engager sur tout, mais on va vous expliquer pourquoi on ne retient pas telle ou telle mesure que vous avez proposée. Non, mais c'est très important. Je veux dire qu'il n'y a pas de démocratie sans cadre élaboré au départ, ce qu'on appelle le périmètre de discussion. Qu'est-ce qui est négociable et ce qui n'est pas. Si vous ne le précisez pas, vous créez de la frustration chez les collaborateurs, mais aussi chez les citoyens. Donc il y a des conditions de réussite, notamment dans les conseils participatifs qu'on met en œuvre pour chaque projet. C'est la base démocratique la plus large possible. La question de la représentativité, et c'est très important, plus le conseil participatif est pluriel, plus la capacité de construire des compromis dynamiques est possible. La question de la formation au départ, il faut qu'on ait le même sens des mots, le même niveau de compréhension. Donc il y a une formation initiale, c'est le retour à l'éducation populaire, la clarté du périmètre de discussion, et puis toute la question de l'ingénierie démocratique. Comment je prépare ma séquence démocratique? Comment construire du commun? Comment susciter du consentement progressif? Comment susciter l'intelligence collective? Et il y a un vrai métier aujourd'hui. C'est les collaborateurs, c'est comme votre cabinet qui est remarquable, mais d'une certaine manière, je vais même plaider globalement qu'il y ait des ingénieurs de débat public dans nos territoires. On a des ingénieurs dans tous les domaines de la vie, sauf là où c'est le plus compliqué, c'est-à-dire créer de l'intelligence collective et ensuite décider. Je termine un mot sur la démocratie participative. En fait, ce qu'on essaie de faire à Kingersheim, après 25 ans de réflexion, d'aller-retour, c'est un dépassement à la fois de la démocratie participative, parce que j'aime pas trop ce mot-là, qui est galvaudé de plus en plus, ou la démocratie directe. Si on dit que la démocratie participative, c'est participer sans voter, et la démocratie directe, de voter sans participer, nous, la réponse, c'est les continuums démocratiques. C'est-à-dire qu'il y a une séquence qui est décisive, celle qui prend du temps, la démocratie lente, avec les citoyens, les experts, les organisations, les élus qui sont de plein pied avec les habitants, qui réfléchissent, font des propositions, de telle sorte que ce qui est décisif puisse être pris en compte par ceux qui décident, c'est-à-dire les conseils municipaux. Donc, je vais même jusqu'au fait que je suspends la séance du conseil municipal, où les représentants des collèges des conseils participatifs viennent faire la proposition, et donc on peut prendre la décision comme un fruit mûr. C'est ça le continuum démocratique entre la phase décisive et la phase décisionnelle. Donc on n'oppose plus représentants, représentés, citoyens, experts, mais on y va dans la fertilisation des points de vue. Je voulais ajouter quelque chose aussi. Par rapport aux intercommunalités. On est en train de travailler ici sur les intercommunalités, qui peuvent s'appliquer aussi aux communes et aux autres collectivités. On a toujours vu la concertation comme une réunion publique, comme un moment, comme un diagnostic en marchant, etc. En fait, aujourd'hui, on peut très bien, et c'est ça qu'attendent les citoyens, et c'est comme ça qu'on peut imaginer faire évoluer la gouvernance des territoires, il faut inscrire la participation dans la gouvernance. Il faut s'organiser, il faut programmer. On peut tout à fait programmer les sujets à discuter sur un demi-mandat. On peut mutualiser la mobilisation. On peut organiser, comme Joe Spiegel le fait à Kingersheim, on peut organiser la participation citoyenne et la concertation dans la durée d'un mandat. Et sincèrement, pas simplement faire une réunion publique de temps en temps, c'est pas ça. Voilà, et ça génère beaucoup trop de frustration. Et justement, c'est une réponse à les enjeux de représentativité que vous soulignez, Joe Spiegel, où pendant longtemps, on a vu les mêmes personnes aux réunions publiques. Et d'ailleurs, les outils numériques aussi portent ces biais en excluant une certaine catégorie de la population. Ah mais allez-y. Oui, simplement, je suis complètement d'accord avec vous sur les outils numériques. Il y a 10 ans, il n'y avait pas un appel d'offres de concertation sans numérique. Aujourd'hui, les collectivités ont compris que c'est les collectifs associatifs et que ça ne touche pas plus les jeunes. Il y a des méthodes qui permettent de mettre plusieurs centaines de personnes mobilisées pour travailler ensemble. Et le numérique n'est pas le Graal démocratique qu'on veut nous faire croire. Loin de là, les gens ont besoin de rencontrer les services, les élus ont besoin de causer ensemble. Il ne faut pas le négliger évidemment, mais ça ne doit pas être la seule pour faire de l'enquête, mais ce n'est pas de l'intelligence collective, le numérique. La démocratie, c'est vraiment... Je pense qu'il faut qu'on sorte de la tête des gens l'imaginaire collectif de la réunion publique et l'alpha et l'oméga de la décision. Surtout pas. Ça s'inscrit de la même manière, les applications numériques ne sont pas les alpha. Évidemment. Donc je pense qu'il n'y a pas de décision mûrie sans s'inscrire dans la volonté d'approfondir le sujet. Ce qui veut dire aussi d'ailleurs que la haute qualité démocratique ne peut pas se faire avec de la masse. C'est un peu la difficulté. D'où la formation D'où une séquence, pour moi, elle s'ouvre avec une invitation à tous les habitants. Donc au minimum, tout le monde est invité. Ensuite, organisation d'une réunion publique où on explique l'enjeu, ou alors on explique le sens d'une pétition. Et c'est les questions, c'est les peurs qui se mettent sur la table, c'est très important. Et à partir de la réunion publique, on institue la séquence en confiant un conseil participatif, une 80 personnes, avec toutes les intelligences, d'expertise, d'engagement aussi,
d'approfondir le sujet, d'aller à la complexité. Parce que Edgar Morin parle de la complexité, parce que vous avez vous avez les voyous de la politique qui vous disent que tout est simple. On les voit, et ils ramassent les voix en plus. C'est ça qui est dramatique. Moi, c'est choquant. Alors qu'en réalité, rien n'est simple, ni dans nos vies personnelles, ni dans l'espace public. Donc il faut arrêter que les élus se présentent comme des magiciens, alors qu'en réalité, on doit être juste des activateurs du potentiel citoyen et des animateurs du processus de décision. Nous, les élus, les équipes avec les partenaires, il faut créer de l'intelligence collective et ensuite mieux décider ensemble. Qu'est-ce qu'on fait de la suite aussi? La question de l'évaluation qui est souvent peu abordée, peu évoquée sur ces enjeux de participation citoyenne. Je pense qu'il y a deux dimensions d'évaluation qu'il faut travailler. D'abord, il faut évaluer les méthodes d'invitation. Demander aux gens la méthode qui l'a fait venir aussi pour que économiquement on puisse développer des processus comme cela. Donc il faut évaluer les processus et voir comment ils sont venus faire évoluer les projets. Et puis l'autre sujet, c'est l'évaluation participative des politiques publiques. On va avoir un colloque avec la Société française d'évaluation, l'ADCF et Palabréo, sur comment on fait de l'évaluation participative, y compris l'évaluation des engagements. Ce sera un des premiers événements peut-être, parce qu'il n'y en a pas beaucoup jusqu'à présent. A priori, non, ce n'était pas tellement un sujet. C'est complexe. Et aujourd'hui, où les Français doutent beaucoup des résultats d'évaluation, doutent beaucoup, y compris des résultats scientifiques, travailler sur l'évaluation participative avec les experts de la Société française d'évaluation et les collectivités de la DCF, c'est une grande chance d'essayer d'avancer là-dedans. C'est le 4 décembre et c'est à l'ENA. Ah, c'est noté. On relaiera Acteurs Publics. Oui, sur la question de l'évaluation. En fait, les conseils participatifs qui mûrissent les propositions et qui les soumettent au conseil municipal deviennent, après la décision du conseil municipal, des conseils d'évaluation des politiques publiques. C'est-à-dire que, par exemple, on a ouvert un parc des Gravières qui a été programmé par un conseil participatif, 3 ans de travail. Oui. D'ailleurs, dans l'intervalle d'attente de fonds européens, ce qui montre que les gens ne sont pas du tout dépensiers, ils sont très rigoureux sur l'argent public, contrairement à ce qu'on veut faire croire. Et à l'issue de la réalisation, on a fait un pari fort, le conseil participatif a un pari fort de ne pas fermer, de ne pas clôturer. Et on a invité les riverains, mais ils composaient 20% du collège des habitants. Pas plus, parce que si vous mettez les riverains comme majoritaires, donc la composition est vachement importante. Et donc, après, pendant 3 ans, évaluation, et on a pris en compte les propositions des riverains, les inquiétudes. On a mis en place des ressources humaines jusqu'à 3 h du matin. Et au bout de 3 ans, on a réussi par essai-erreur, mais par écoute et réactivité, d'avancer sur le sujet. En fait, c'est juste la capacité d'entendre et aussi d'être ferme sur les options. C'est-à-dire que là, personne ne regrette l'idée qu'on n'ait pas fermé le parc urbain au cœur de la ville. En lien avec les équipements publics, c'était audacieux, mais c'était partagé par les habitants. Donc c'est important c'est des petites réussites, ça, parce que chacun pour soi, souvent. Hein. Qui porte beaucoup d'engagement aussi. Et je voulais ajouter une petite chose. Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Joe Spiegel. En plus, la concertation, c'est des moments joyeux. C'est enthousiasmant. Les gens, ils aiment ça, discuter entre eux. Si vous avez des formes de discussion, souvent on fait des évaluations et on leur demande « Est-ce que vous avez pris plaisir à débattre ?» Et ils disent oui. Enfin, c'est quand même un truc hyper agréable d'échanger avec des gens qu'on ne connaît pas, de bosser avec des élus, des agents, de trouver ensemble des solutions. Ça donne du bonheur. Et on en a vachement besoin en ce moment. Et on peut le faire sur tous les territoires. C'est bon pour les élus, c'est bon pour les habitants. Ça ne coûte pas si cher que ça et ça améliore les politiques publiques et ça rend heureux. C'est bien, c'est très bien. On arrive au terme de notre échange. Alors je retiens, en vrac, pardonnez-moi, mais l'évaluation, je retiens le cadre, je retiens l'engagement aussi. Je retiens les échelons territoriaux, intercommunaux qui sont le bon échelon, les bons échelons pour interagir. Surtout ça. Mot de la fin, vous êtes confiant, vous êtes optimiste? Oui, mais on est dans une transition démocratique. On a tellement été biberonnés à l'idée qu'une fois que nous sommes élus, nous avons la science infuse, ou à l'inverse, les citoyens qui disent aussi nous, on n'a pas besoin d'élus. En fait, il y a 4 dérives démocratiques. Celle du tout élu, ça amène à l'oligarchie. Celle du tout citoyen, ça amène au populisme. Celle du tout expert, ça amène à la technocratie. Et celle de toute organisation, ça amène au corporatisme. Donc pour éviter ça, il faut mettre tout le monde autour de la table, chaque fois. Et les équilibres sont fragiles, c'est bien noté. Et moi, je suis confiante parce que les élus en ont envie, les citoyens en ont envie, les méthodes existent, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Très bon mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous avoir suivis sur Acteurs Publics TV ici à Nice, au congrès de la DCF. À très vite.